Étude de l'ADH. L'ADH ou vasopressine est une hormone qui agit sur les reins pour contrôler la diurèse. Est-ce que c'est son seul effet? Est-ce que c'est son seul effet? Quel est notre effet important? Oui? Non. Est-ce que l'ADH possède cet effet seulement? Très bien. Elle possède une autre fonction. La première fonction est la réabsorption de l'eau au niveau rénal, on va voir. La deuxième fonction est la vasoconstriction. La vasoconstriction. Les deux mécanismes sont différents. La vasopression, la vasoconstriction implique quel effecteur cellulaire? Quelle transduction? Il y en a une qui implique la protéine G. D'accord? Avec une... Bon, les deux impliquent une protéine G. Mais la première implique la protéine G avec comme effecteur l'adénylate cyclase. Le deuxième implique la PLC. Qui est-ce qui fait quoi? La vasopression, la vasoconstriction implique la PLC. La réabsorption implique l'adénylate cyclase. D'accord? Vous avez vu ça en cytologie. Ça, vous l'avez vu? Oui. ADH, elle s'appelle vasopressine. Vasopressine, elle va créer une pression sur les vaisseaux. Donc, vasoconstriction plus réabsorption de l'eau. D'accord? Non, non. Oui. Pas dans tous les vaisseaux, mais c'est un effet systémique. D'accord? Pas au niveau des vaisseaux de la tige pituitaire. D'accord? D'accord? Très bien. Donc, les charts. Deux effets de l'ADH, deux principaux effets. Une réabsorption et une vasoconstriction. Une dépend de la protéine G plus adénylate cyclase, la deuxième protéine G plus PLC. D'accord? Plus phospholipase C. D'accord? Allez, on continue. Le mode de libération de l'ADH est la stimulation des neurones à ADH. En général, toutes les hormones sont libérées selon le mode pulsatile. La concentration plasmatique de l'hormone est d'abord très basse, puis il y a une libération massive. Puis il y a une libération massive. Pour la pulsatile, oui, par pic. Pour l'instant, attention, ça. Augmentation de la concentration plasmatique de l'hormone. La concentration puis retourne à l'état initial. Ceci est schématisé sous forme de pic. D'accord? Ça, c'est un pic. Donc, elle est basse, elle augmente, puis elle rebaisse. Mais l'ADH fait partie des hormones suivant un mode de libération tonique. Suivant un mode de libération tonique. L'ADH est sécrétée en de longues périodes. Elle suit un mode de libération tonique et non pas phasique. Est-ce qu'on est d'accord? Elle suit un mode de sécrétion tonique. Qui peut me dire pourquoi? Qu'est-ce qui définit le mode de sécrétion tonique ou phasique? Pas seulement, non. Très bien, l'effet. L'effet est le type de cellule réceptrice. Si j'ai des cellules réceptrices qui attendent un pic pour répondre, j'aurai un pic, j'aurai un mode de sécrétion pulsatile. Mais si j'ai une hormone qui doit être présente longtemps pour réaliser sa fonction, je dois avoir une sécrétion tonique. Donc cela dépend de la disponibilité nécessaire de mon hormone. L'adrénaline, je n'ai pas besoin d'adrénaline tout le temps dans le sang. Donc sa sécrétion va être pulsatile. Mais l'ADH, pour pouvoir réaliser sa fonction, elle doit être présente au niveau du sang en des durées longues. Pour des durées longues, d'accord? Donc, ce qui définit la sécrétion pulsatile ou la sécrétion tonique, c'est la disponibilité nécessaire de l'hormone. C'est la disponibilité nécessaire de l'hormone. C'est l'effet et le mode d'action de l'hormone. Si l'hormone a besoin d'être présente dans le sang pour de courtes durées, elle va avoir besoin d'une sécrétion pulsatile. Si l'hormone a besoin de rester longtemps dans le sang pour réaliser la fonction physiologique qui lui est attribuée, elle doit subir une sécrétion tonique. Donc c'est le mode de fonctionnement de l'hormone, sa disponibilité nécessaire qui définissent le mode de sécrétion. Donc je dirais que l'ADH, elle a une sécrétion tonique parce que j'ai besoin d'ADH dans mon organisme en de longues périodes. D'accord? Non. D'accord? Non. Est-ce qu'on est d'accord? Hi. On va parler de choses très importantes aujourd'hui.
l'ocytocine. Mais l'ADH fait partie des hormones suivant un mode de libération tonique. Début, puis elle reste, la concentration reste élevée une bonne période, puis elle redevient basse. Là, on va voir. On continue. L'insuline, il a une sécrétion tonique ou par pic? Par pic, très bien, par pic. C'est pour cela qu'il ne faut pas. Qu'est-ce qui déclenche la sécrétion de l'insuline? Qu'est-ce qui déclenche la sécrétion de l'insuline? L'hyperglycémie. Donc, des hyperglycémies stimulent la sécrétion de l'insuline. Plus je mange, plus je sécrète de l'insuline. C'est pour cela qu'il est déconseillé de manger en des périodes séparées, comme vous faites. Voilà. Donc, je mange maintenant, pic d'insuline, j'attends 1 heure, un autre pic d'insuline. Le pancréas n'est pas fait pour ça. D'accord? Le pancréas n'est pas fait pour donner des pics d'insuline chaque heure. Donc, vous allez grossir, vous allez tout le temps avoir faim, et vous augmentez le risque de diabète. Oui? Les effets néfastes de l'insuline sur l'organisme. Chez vous, il n'y en a pas, à court terme. Mais à long terme, si. D'accord? À court terme, on peut tout faire. On est en train d'essayer de trouver un moyen, je ne sais pas si je vous l'avais dit, les épidémiologues américains et tout, ils sont en train de trouver un moyen de diminuer l'affinité des petits enfants aux boissons gazeuses et sucrées. D'accord? Parce que ce n'est pas facile de lutter contre les lobbies, t'as les produits commerciaux. D'accord? On peut pas interdire une boisson gazeuse. Est-ce que vous savez qu'au Mexique, d'accord, au Mexique, je crois que c'est au Mexique, le Coca-Cola, une bouteille de Coca-Cola, elle est moins chère qu'une bouteille d'eau minérale. D'accord? Donc ils ont consomme bizarre. Allez dire à Coca d'arrêter, ou d'interdire, vous en tant qu'État, interdire la vente de Coca-Cola, ou de donner des taxes qui obligent d'élever le prix de la Coca-Cola. Donc tu as les Coca parce que c'est ça, tout simplement. Le ça là, elle est le mal. Et on peut trouver certaines bières que l'eau. Parce que l'eau minérale, elle nécessite quand même l'embouteillage et le transport, ça coûte. D'accord? Donc tout ça, c'est des... Allez, on continue. S'il vous plaît, vous suivez, c'est une partie très importante. Vous avez besoin de ça en biochimie, en endocrinologie, en gynécologie, dans votre vie, dans votre pratique, dans votre mort, dans tout. Alors vous suivez. D'accord? Très bien. Au niveau du plasma, la concentration de l'ADH est très faible. ADH libéré très faiblement. Après une stimulation, libération de l'ADH, augmentation de la concentration d'ADH plasmatique, cette stimulation se poursuit pendant quelques temps, provoquant toujours la libération de l'hormone. Libération tonique, soutenue, durable, contenue, monotone. Monotone, c'est-à-dire suivant un seul temps. Monotone. Elle est tonique ou bien monotone. D'accord? Donc l'ADH, elle suit un rythme de sécrétion tonique, contrairement à la majorité des hormones qui subissent un mode de sécrétion pulsable. D'accord? Ce qui détermine le mode de libération et le mode de stimulation. Donc, je vous ai dit comment savoir si l'hormone elle subit un mode de sécrétion tonique ou phasique, tonique ou bien pulsatile, c'est la nécessité ou bien la disponibilité nécessaire, le mode de fonctionnement. Maintenant, comment je peux décider, comment, moi, en tant qu'organisme, je peux décider si cette hormone elle va être sécrétée sous un mode pulsatile ou bien un mode tonique? C'est le mode de stimulation de l'hormone sécrétrice. D'accord? De la cellule sécrétrice, pardon. Donc, soit je la stimule à la fois et j'aurai un mode pulsatile, soit je la stimule en continu et j'aurai un mode tonique. On va voir pour l'ADH. On stimule tous les neurones. Bon, la stimulation synchrone. J'ai deux types de stimulation. La stimulation synchrone et la stimulation asynchrone. La stimulation synchrone et la stimulation asynchrone. La stimulation synchrone, on va stimuler tous les neurones producteurs d'une hormone H, et n'importe quelle hormone, en même temps. Ils libèrent en même temps leur contenu, donc il y aura une augmentation rapide de la concentration. Même si la stimulation persiste, ces neurones ne pourront pas continuer à libérer plus d'hormones, car ils auront vidé leur stock. Il leur faut donc du temps pour resynthétiser et les libérer. Concentration plasmatique de l'hormone changeant sous forme de pic. C'est la libération pulsatile. Donc dans la libération pulsatile, qu'est-ce qui se passe? Je prends un grand groupe de neurones, je stimule à la fois les cellules sécrétrices, et en les stimulant à la fois, elles vont éjecter tout leur contenu. Et elles seront vidées. Donc la quantité est basse, puis hop, puis elle redevient basse. Si je les stimule, je n'aurai pas de sécrétion parce que le stock n'existe plus. D'accord?
C'est un peu ce qui se passe avec les vésicules d'adrénaline. D'accord? Si je stimule la sécrétion de l'adrénaline, je la stimule, à un certain moment, il y aura arrêt de la sécrétion de l'adrénaline, tout simplement parce que les stocks se sont vidés, et donc j'ai besoin de plus de temps, pour synthétiser l'hormone et la restocker. D'accord? Donc ça, c'est le mode pulsatif. Le mode tonique, dans ce cas, les neurones sont stimulés de façon séquentielle. D'accord? Un par un. Les uns après les autres. Donc, plus la stimulation persiste, plus elle touche d'autres neurones qui, à leur tour, libéreront aussi leur contenu. Donc, en ayant, la stimulation, elle commence, T0, T1, T2, elle stimule le premier groupe. Le premier groupe sécrète. Mais le premier groupe, il a terminé son stock. Il y a un autre groupe qui n'a pas été stimulé. D'accord? T3, T4, T5, deuxième groupe, T6, T7, T8, T9. D'accord? Troisième groupe, quatrième groupe, cinquième groupe, je peux maintenir la concentration. Je peux maintenir une concentration et une sécrétion continue. Quelle est la différence entre la sécrétion pulsative et la sécrétion tonique? La sécrétion pulsative, elle est très éphémère, elle dure une très courte durée, mais elle est en très grande quantité. D'accord? Donc je sécrète à la fois une très grande quantité d'hormones, puis j'arrête. La sécrétion tonique, je sécrète de petites quantités, mais de façon continue. Donc la sécrétion pulsative, elle me donne plus d'hormones à la fois. La sécrétion tonique, elle me donne des quantités d'hormones moins importantes, mais pour une durée très longue. D'accord? La libération persiste, c'est le mode tonique. Cette stimulation est aussi aléatoire. Les neurones à stimuler ne suivent pas un ordre précis. Donc je ne peux pas dire que ce sont les neurones 1, puis 2, puis 3. Ils ne suivent pas un ordre. L'essentiel, il y a une stimulation de ce neurone, puis d'un autre neurone, puis d'un autre neurone, puis d'un autre neurone. Selon un ordre aléatoire. Si la stimulation dure plus qu'il ne faut, la libération s'arrête car tous les neurones ont été stimulés, donc plus de contenu hormonal à libérer. La stimulation tonique, le mode de libération tonique, oui, il est relativement très long, mais il n'est pas éternel. D'accord? Il n'est pas éternel. Donc si la stimulation persiste, il y aura aussi absence de réponse parce que les stocks finissent aussi. Les stocks arrivent aussi à rupture. On est d'accord? On est d'accord sur la différence entre la stimulation pulsative et la stimulation tonique, ou bien la libération pulsative et la libération tonique. D'accord? L'ADH plasmatique. La concentration de l'ADH plasmatique est très faible. Elle est de l'ordre de 1 à 20 picomoles par litre. Malgré le fait qu'elle soit libérée après être stockée dans la post-hypophyse. D'accord? Donc on avait dit que malgré cette concentration élevée, l'hypothalamus ne peut sécréter qu'une très petite quantité d'hormones. On avait dit de 10 puissance moins 15. Ici, elle a été stockée, donc sa quantité a été augmentée. Elle est de 10 puissance moins 12. Vous imaginez 10 puissance moins 12 grammes par litre. 10 puissance moins 12 moles par litre. 10 puissance moins 12 moles par litre. Très bien. Pour la post-hypophyse, par le stockage. Très bien. Par le stockage. Parce que c'est des hormones hypothalamiques qui ont pris le temps d'être stockées, puis qui se libèrent. Cette faible concentration plasmatique reste efficace pour agir sur les cellules cibles. D'accord? La concentration plasmatique, malgré le fait qu'elle soit faible, elle reste efficace sur les cellules cibles. Je n'ai pas besoin d'une grande concentration de l'ADH pour agir. À cause de cette faible concentration plasmatique, le dosage de l'ADH doit être très sensible. Il est fait grâce à des équipements coûteux. Il n'est pas de la pratique courante d'aller doser l'ADH dans le sang. D'accord? C'est pas de la calcémie ou bien. C'est très cher. D'accord? Pour pouvoir doser en picomole dans le sang, il me faut des appareils très précis qui coûtent cher. Parmi les méthodes de dosage de l'ADH, il y a la radio-immunoassay, radio-immunodosage, utilisant des anticorps spécifiques de l'ADH. C'est des techniques immunologiques que vous allez voir là en 3e année, Inch'Allah, et de la radioactivité pour faciliter. Oui? Dites non. Ah, vous êtes au 3e. Et vous aussi? Vous êtes admis en 4e. Vous êtes venu. Mais c'est bien. ADH, oui, bon, d'accord. Vous avez déjà vu ça. Vous connaissez ce que c'est que le radiodosage. Très bien. Bravo. D'accord, merci. Qui est de plus en plus qui est de plus en plus abandonné. Le radiomarquage, d'accord? Et de plus en plus abandonné. D'accord? Utilisons les anticorps, blablabla, spécifiques à l'ADH et de la radioactivité qui va faciliter la détection, c'est pas important ça. L'ADH est sous deux formes en équilibre. Une forme libre et une forme liée au récepteur, liée aux plaquettes sanguines. L'ADH ne se lie pas donc à une protéine mais à des cellules. L'ADH dans le sang, c'est très important. L'ADH dans le sang, elle est soit libre, soit liée aux plaquettes. D'accord? Elle est soit libre, soit liée aux plaquettes. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque je dose l'ADH, je dois prendre en compte le taux de plaquettes dans le sang.
D'accord? Je peux avoir une thrombocytose, qui est une augmentation des plaquettes dans le sang, comme je peux avoir comment on appelle ça? Très bien. Une thrombopénie. Donc je peux avoir une thrombopénie. Donc la thrombopénie et l'hyperthrombocytose modifient la concentration mesurable. C'est comme pour hyperthrombocytose ou hyperplaquétose, on peut dire les deux. C'est comme pour le calcium. J'ai un dosage de calcium et j'ai un dosage de calcium corrigé. Pourquoi j'ai un dosage de calcium corrigé? Parce que le calcium se lie à l'albumine. Une bonne fraction du calcium se lie à l'albumine. Donc il faut corriger le taux de calcium en calculant le taux lié à l'albumine. Très bien. Donc une partie est transportée par les plaquettes et une partie elle est libre. Elle est libre. Remarque, il faut toujours effectuer un dosage de plaquettes sanguines lors du dosage de l'ADH, car certaines maladies modifient le nombre de plaquettes. D'accord? Les troubles de l'hémostase primaire. Ce qui induit la variation de la concentration de l'ADH. Je peux avoir une modification différente 5 fois du temps normal. D'accord? Donc avec ou sans plaquettes, je peux avoir une modification de 5 fois la normale par la différence du nombre de plaquettes. Dans ce cas, le problème ne se pose pas au niveau de l'ADH. Seul un nombre de plaquettes normal, en présence d'un dosage d'ADH anormal, affirme que la pathologie est au niveau de l'ADH. Donc, si j'ai une thrombopénie, le taux d'ADH libre, est-ce qu'il va augmenter ou baisser? Richard, si j'ai une thrombopénie, le taux d'ADH libre, il va augmenter ou baisser? Très bien. Si j'ai une hyperplaquétose, il va Chef. Oh. J'ai des plaquettes. Les plaquettes, elles peuvent lier l'ADH. D'accord? J'ai 7 plaquettes, 4 ADH. 4 ADH vont aller se fixer sur 7 plaquettes. Là, vous avez trouvé une plaquette. D'accord? Si j'ai 2 plaquettes, est-ce que les 5 ADH peuvent se fixer, les 4 ADH peuvent se fixer sur 2 plaquettes? Non. D'accord? Donc, plus j'ai des plaquettes dans le sang, plus elles vont fixer l'ADH. Et donc, elles vont diminuer la quantité d'ADH. Moins j'ai des plaquettes dans le sang, d'accord? Moins elles pourront lier l'ADH. Et donc, j'aurai un taux d'ADH qui est augmenté. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Plaquette ADH. L'ADH se lie aux plaquettes. Quand les plaquettes augmentent, l'ADH se fixe plus sur les plaquettes. Donc, la quantité libre diminue. Quand la quantité de plaquettes diminue, les ADH ne peuvent pas se fixer sur les plaquettes. La quantité d'ADH libre augmente. C'est clair? D'accord? La demi-vie de l'ADH est de 5 à 15 minutes. C'est quand même long. Hein? Sa demi-vie est courte, paf, 15 minutes. Car elle est éliminée par les urines. Qui a parlé de dégradation tout à l'heure? Elle est éliminée dans les urines. Elle est éliminée dans les urines ou dégradée par des protéases étant de bas poids moléculaire. Donc, est-ce que, puisqu'elle est de bas poids moléculaire et qu'elle peut être dégradée par des protéases, est-ce que cela nous informe ou nous renseigne sur l'importance des plaquettes? La présence d'un transport plaquettaire permet d'augmenter la demi-vie de l'ADH parce qu'elle la protège contre les protéases. Tout ce qui se fixe sur un récepteur est protégé des protéases. Donc le transport par les plaquettes permet aussi de protéger l'ADH contre les protéases. L'ADH à la durée de courte, elle est de 5 à 15 minutes, elle est éliminée dans les urines, mais aussi elle est éliminée dans les urines et elle est dégradée par des protéases. Le transport par les plaquettes permet une certaine protection contre les protéases. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Physiologie et mécanisme d'action moléculaire de l'ADH au niveau du rein. Donc dans ce cours, je crois qu'on ne va pas vous parler de l'action au niveau des cellules musculaires lisses. Physiologie d'action moléculaire de l'ADH au niveau du tube collecteur du néphron. Au niveau du tube collecteur, on se souvient. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait fait durant la physiologie rénale? Très rapide. Allez. Au niveau du tube collecteur médical, qu'est-ce que j'ai? Et du canal collecteur, j'ai des urines qui sont je vais me pondre, qui sont diluées. La dilution des urines, elle a été réalisée grâce au mécanisme de concentration et dilution des urines qui ont été réalisés grâce au système vasa recta et grâce au système contre-courant. Contre-courant des vasa recta, contre-courant de l'anse de Henle. D'accord? Donc j'ai un gradient de concentration cortico-papillaire. Le gradient de concentration cortico-papillaire permet d'avoir une concentration qui est de plus en plus élevée. Plus je vais de la périphérie vers la papille rénale. Donc plus je descends, plus j'ai une concentration élevée. Au niveau du tubule, au niveau de l'anse de Henle, j'ai un transport découplé de l'eau et du RA+.
Donc, au niveau de quoi? Au niveau de l'once descendante de LA, j'ai un transport d'eau qui est indépendant sans transport de Na+, et dans l'once ascendante, j'ai un transport de Na+, sans transport d'eau. Plus je descends, plus la concentration est augmentée, et donc plus je réabsorbe l'eau. Cela me permet d'avoir des urines qui sont concentrées au niveau du fin fond de l'once de LA. Après, en redescendant, le Na+, va sortir via la pompe. Il va sortir via la pompe vers l'interstitium. Très bien, on avait dit que ce Na+, qui s'est retrouvé au niveau de l'interstitium allait être utilisé par l'autre once. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va absorber l'eau. Et l'augmentation de la concentration de l'eau dans le tubule ne va pas s'opposer à l'absorption de l'eau, parce que justement je suis dans un milieu interstitiel qui est en train d'augmenter la concentration. Plus je descends, plus la concentration du milieu interstitiel augmente. Donc l'élévation de la concentration du milieu interstitiel permet de continuer à absorber l'eau malgré l'augmentation de la concentration à l'intérieur de l'once de Henle. Donc je continue à absorber jusqu'à avoir des urines concentrées. Les urines concentrées vont remonter. En remontant, il y aura une réabsorption vers le Na+, et j'aurai à la fin de l'urine diluée. L'urine est diluée au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. Pourquoi il faut que j'ai des urines diluées au niveau du contourné distal et du canal collecteur pour avoir le dernier mot? C'est moi qui décide s'il faut réabsorber de l'eau ou bien l'éliminer. Si je suis en suffisance hydrique, j'élimine l'eau. Si j'ai besoin d'eau, si j'ai soif, je vais activer les transporteurs A3 pour réabsorber l'eau des tubules vers l'intestin et de l'intestin vers le vas recta et du vas recta vers la circulation générale. Donc, c'est moi qui décide est-ce qu'il faut réabsorber l'eau ou bien s'il faut uriner de l'urine diluée. Si j'ai beaucoup d'eau dans mon organisme, j'élimine quoi? J'élimine les urines diluées. Si je n'ai pas beaucoup d'eau, je réabsorbe grâce à l'ADH. Donc, on avait vu dans le cours de physiologie rénale déjà que l'action de l'ADH au niveau du rein, elle permettait la réabsorption de l'eau. Bon ben, la réabsorption de l'eau, j'ai un tube collecteur. Le tube collecteur, il va en descendant, c'est vrai ou pas? Il va en descendant de la périphérie vers la papille. Donc, je réabsorbe l'eau. En réabsorbant l'eau, qu'est-ce que je suis en train de faire à l'urine? Je suis en train de la concentrer. Donc, plus je baisse, plus je vais vers la papille, je suis en train de concentrer les urines. Comment je peux continuer à enlever l'eau à partir d'urines qui sont de plus en plus concentrées? Et j'avais dit que la concentration, l'augmentation de la concentration voulait dire qu'elle attirait plus d'eau. Donc je suis en train d'enlever l'eau. Quand j'enlève l'eau, j'augmente la concentration. Ça, j'enlève l'eau, je suis en train d'augmenter la concentration. Vous voyez ou pas? J'enlève l'eau, je suis en train d'augmenter la concentration. En augmentant la concentration, je suis en train d'augmenter la force osmotique. Plus elle est déconcentrée, plus il attire l'eau. Comment j'arrive à continuer à enlever l'eau à un liquide qui est de plus en plus osmotique? Très bien, grâce au gradient de concentration cortico-papillaire. C'est vrai que la concentration est élevée à l'intérieur du tubule, mais elle est encore plus élevée à chaque fois que je descends dans l'interstition. Donc, ce fut un petit rappel. L'action par l'ADH, c'est quoi? C'est la réabsorption. C'est la réabsorption de l'eau au niveau, grâce aux aquaporines 2. L'ADH dans la circulation générale agit sur plusieurs tissus contenant sur leurs cellules les récepteurs d'ADH. Parmi ces derniers, le tissu rénal est exactement dans la partie terminale du néphron, unité fonctionnelle et anatomique, tube collecteur, tout ça on le sait. Le tube collecteur est tapissé par un épithélium dont les cellules sont en contact du milieu extracellulaire, puis vasculaire. Le milieu extracellulaire, c'est quoi? Très bien, c'est l'interstition, bravo. Puis vasculaire, par le biais de leur pôle basal, et au contact de l'urine, par le pôle apical. Les récepteurs membranaires de l'ADH sont situés dans la région basale. Pourquoi ils sont situés dans la région basale? Pourquoi les récepteurs de l'ADH sont-ils situés dans la région basale? Parce que l'ADH est une hormone. Elle vient pas à partir du sang. Dis-nous l'ADH ou les urines? Non, dis-nous le sang, c'est une hormone. Elle vient à partir du sang et elle se fixe. Donc elle va se fixer sur des récepteurs basaux. Il faut se simplifier l'existence, d'accord? Pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas concentré. Alors, c'est notre dernière séance, ça peut être aujourd'hui la dernière, je ne suis pas sûr si c'est aujourd'hui ou demain. Alors vous vous concentrez. Il faut qu'on finisse bien, qui me barre avec les premières années. Je suis fier des premières années. Thomas, les affaires, allez comme d'accord. Il faut répondre aux questions, d'accord? Et on répond aux questions en se concentrant. Haya. Les récepteurs membranaires de l'ADH sont situés dans la région basale des cellules tubulaires, sur lesquelles ils se fixent. Stimulation de la réabsorption de l'eau libre, pas d'ions, seuls les H2O sont transportés, puisque c'est des transporteurs spécifiques à l'eau, d'accord, les aquaporines. Transfert de l'eau libre dans les urines, en fin de formation vers le compartiment vasculaire. Le volume urinaire réduit va modifier la quantité des substances qu'il contient. Concentration des urines, osmolarité urinaire augmentée. Donc l'ADH permet de concentrer les urines. Pourquoi? Pour en retirer l'eau. L'eau que j'ai retirée, je l'envoie vers le sang. D'accord? On a dit cela
une vingtaine de fois في le cours de physiologie rénale. Je crois que j'ai un plombage qui va. Pour que l'eau puisse être transférée, elle doit parcourir la cellule épithéliale par le biais du pôle apical et en sortir par le pôle basal. Au niveau du pôle apical des cellules épithéliales, il y a des protéines transmembranaires appelées aquaporine 2. Chaque aquaporine ne fait passer qu'une seule molécule d'H2O à chaque fois. Mais ceci se fait très rapidement. On peut arriver à 3 milliards d'H2O transportés par seconde. Vous imaginez 3 milliards de molécules d'H2O. 3 milliards par seconde. C'est inimaginable. Imaginez de réaliser 3 milliards de mouvements par seconde. Une fois dans la cellule épithéliale, les H2O vont sortir de cette dernière par le biais des aquaporines 4 transmembranaires situées dans la région basale. Donc dans la région basale, j'ai des aquaporines 4 qui vont me permettre de faire sortir les aquaporines vers le sang. Alors, on va voir un petit schéma. Si j'en ai, je crois que j'en ai. Communication, partie 2. Oui. Voilà, c'est comme je vous avais dit, j'avais raison, bien sûr. Mécanisme d'action de l'ADH sur la cellule rénale, voie de l'adénylate cyclase. Donc elle va agir sur la cellule rénale par l'adénylate cyclase. D'accord? Donc voilà. L'ADH vient par le pôle sanguin, pôle basal. L'ADH se retrouve au niveau de l'interstitium. D'accord? Le récepteur de l'ADH est du côté interstitiel. Il va activer, c'est un récepteur qui dépend de la protéine G. Il va activer l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase va transformer l'ATP en AMPC. L'AMPC va activer la protéine kinase A. La PKA va activer des protéines intracellulaires d'exocytose. Ils vont stimuler l'exocytose de vésicules contenant dans leur paroi des aquaporines 2. Donc il y aura exocytose et l'exocytose va induire l'expression de l'aquaporine 2. Entrée de l'eau par l'aquaporine 2. Donc voilà, H2O entre par l'aquaporine 2. 3 milliards par seconde, molécule par molécule. D'accord? Entrée de l'H2O, on va être sorti par les aquaporines 3 et 4. Donc le pôle basal, il contient le récepteur à l'ADH, d'ailleurs, et il contient aussi les aquaporines 3 et 4. Le pôle apical, ça c'est jaune. Qu'est-ce qui est jaune? Les urines. Qu'est-ce qui est rouge? Le sang. Donc ici c'est les urines. Donc ici je vais réabsorber par les aquaporines 2. D'accord? C'est très simple. Là, c'est? Oui, c'est passif, oui. Via les aquaporines 2. Des? Non, non. C'est pas comme la PLC. Ah, c'est pas comme, tu veux dire, l'acétylcholine? Oui. Richard, l'exocytose, elle peut dépendre de n'importe quel phénomène. L'exocytose, est-ce que vous vous souvenez de l'exocytose de l'insuline? Elle dépend de quoi? La sécrétion de l'insuline, elle dépend de CA2+. Du CA2+. C'est pas le calcium. Oui, calcium. CA2+, c'est calcium. Oui, du potassium plus du calcium. Parce qu'il y aura entrée du glucose à l'intérieur de la cellule. Attention, c'est très important, vous avez vu ça cette année, et c'est une question tombante dans l'examen. Le mécanisme de sécrétion de l'insuline. Comment l'insuline était sécrétée? Il y a une élévation du glucose dans le sang. L'élévation du glucose va induire une entrée du glucose à l'intérieur de la cellule pancréatique par des GLUT 2, d'accord, des GLUT 1. Il y aura entrée du glucose. L'entrée du glucose, il y aura glycolyse, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, augmentation de l'ATP. L'augmentation de l'ATP à l'intérieur de la cellule bêta des îlots de Langerhans va induire une augmentation de l'ATP. L'augmentation de l'ATP va aller vers des canaux K+ ATP dépendants. Des canaux K+ sensibles, on les appelle les canaux K+ sensibles à l'ATP. ATP K+ channel, ATP sensible. D'accord? Donc ils sont sensibles à l'ATP. L'ATP va bloquer ces canaux, il n'y aura plus de sortie de K+, il y aura une dépolarisation. La dépolarisation va induire une ouverture de canaux CA2+ potentiel dépendant, l'autre CA2+ va induire l'exocytose.
Le canal capice est bloqué, il va ouvrir une dépolarisation. La dépolarisation va ouvrir les canaux CA2+. D'accord? Donc, il dépend du CA2+. L'exocytose d'une autre molécule des GLUT4. L'exocytose des GLUT4 par l'insuline. Est-ce qu'elle dépend du CA2+? Non, elle dépend des messages intracellulaires. Oubliez, c'est pas important. Pour l'instant, rappelez-vous de l'ADH. On est d'accord? Donc, l'exocytose de l'ADH ne dépend pas du calcium. D'accord? Elle dépend de certaines protéines phosphoriques. On continue. S'il vous plaît, vous vous taisez. Allez. On se concentre. Vous n'avez jamais été aussi agité, je ne comprends pas pourquoi. Essayez de ne pas parler. C'est tout, s'il vous plaît. Oui. La réabsorption d'eau de ND, oui. Aquaporine. 2, je crois. J'ai oublié, mais je crois que c'est les 2. Ouais, c'est cité dans le cours de physiologie rénale. Les aquaporines présentes dans la branche descendante de ND. Oui, 2, oui, 2, voilà. Non, elles sont toujours présentes. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? S'il vous plaît, on se concentre. La biosynthèse, donc la biosynthèse des aquaporines 2. Différence entre les deux types d'aquaporine. La biosynthèse de l'aquaporine 2 est stimulée. Oui. Donc, dans le savoir, il y a les aquaporines 4. 4 et 3, oui. Oui. La biosynthèse de l'aquaporine 2 est stimulée par l'ADH, augmentation du nombre d'aquaporine 2 sur la membrane du pôle apical. La biosynthèse de l'aquaporine 4 est indépendante de l'ADH. Elle est constitutive, elle est toujours présente. Les aquaporines 4 ont une biosynthèse, voilà, constitutive, synthétisée toujours en même quantité. Le mécanisme d'action de l'ADH, c'est celui qu'on vient de citer. L'ADH se fixe sur des récepteurs membranaires dans la région basale. Les cellules épithéliales, on vient de voir le schéma, qui sont les récepteurs V2R, composés de 370 acides aminés, c'est pas important. Activation de la voie adénylate cyclase, qu'on vient de citer. Transformation de l'ATP en AMPC, qu'on vient de voir. 2 AMPC se fixent sur chacune des deux sous-unités régulatrices de la PKA. Vous vous souvenez de la PKA? La PKA contient 2 sous-unités catalytiques et 2 sous-unités régulatrices. D'accord? Très bien, la PKA est un tétramère, voilà, constitué de 2 sous-unités catalytiques et de 2 sous-unités régulatrices. Séparation des 4 sous-unités, activation des 2 sous-unités catalytiques. D'accord? Les 2 sous-unités catalytiques phosphorylent les facteurs de transcription sur leur thréonine ou sérine. Les facteurs de transcription quittent le cytosol et pénètrent dans le noyau. Les facteurs de transcription se fixent sur des séquences d'ADN stimulant la région régulatrice du gène codant pour l'aquaporine 2. Liaison de l'ARN polymérase 2 à l'ADN. C'est très détaillé, hein. Alors on vous montre comment elle réalise la transcription. Expression du gène, synthèse d'ARN-M, il quitte le noyau, il y a synthèse de aquaporine 2, adressage au niveau du Golgi, transport vésiculaire jusqu'à la membrane apicale, fusion de la membrane, aquaporine 2 s'intégrant à la membrane plasmique. Ici on nous dit, on nous a montré la stimulation de l'exocytose, mais aussi la stimulation de la synthèse des aquaporines. Donc la synthèse des aquaporines est aussi stimulée par l'ADH. Donc là, je reprends. S'il vous plaît, vous suivez. Les aquaporines 2, je reprends le schéma. C'est pas la peine. Allez, oui. Oui. Déjà, c'était un problème, c'est une question d'examen. Moi, ça ne vous concerne pas. Tout le monde regarde en tête, elle ne dépend pas. Elle dépend après. Tout le monde regarde en tête, elle ne dépend pas de l'ADH. Est-ce que l'aquaporine 3 dépend de l'ADH? Parce que le professeur Guélian, il nous avait dit en fait si, mais bon. C'est pas important. Tout le monde, vous regardez que c'est les aquaporines 2 qui sont stimulés par l'ADH. D'accord? Allez, je reprends, s'il vous plaît. J'ai une sécrétion d'ADH. L'ADH arrive par le pôle basal. Elle se fixe sur son récepteur. Le récepteur est un récepteur dépendant de la protéine G. C'est-à-dire qu'il y aura des changements après fixation de l'ADH, il y aura un changement de conformation. Le changement de conformation va reconnaître la protéine G, il va se fixer sur la protéine G, il va activer la protéine G. La protéine G va s'activer, elle va échanger le GTP contre un GTP, alpha de la protéine G. Alpha, en changeant le GTP contre le GTP, va se dissocier de alpha
de bêta-gamma, elle va se fixer sur l'effecteur qui est l'adénylacyclase, elle va activer l'adénylacyclase va devenir active, elle va exercer sa fonction. La fonction de l'adénylacyclase, c'est la transformation de l'ATP en AMPC. L'AMPC va activer la protéine kinase A. Deux molécules d'AMPC vont se fixer sur deux régions de fixation situées dans les deux sous-unités régulatrices de la protéine kinase A. La protéine kinase A devient active, elle contient 4 sous-unités, 2 sous-unités régulatrices, 2 sous-unités catalytiques. Les 2 sous-unités catalytiques vont être libres, elles vont se détacher des 2 sous-unités régulatrices, elles vont devenir actives, elles vont réaliser la fonction. La fonction, c'est la phosphorylation de protéines. La phosphorylation de protéines, ces protéines vont jouer le rôle de facteur de transcription. En jouant le rôle de facteur de transcription, elles vont aller dans le noyau. Ici, c'est pas important, c'est pas important. Elles vont aller dans le noyau. En allant dans le noyau, elles vont se fixer sur des gènes comme des facteurs de transcription. Elles vont activer la transcription des gènes. Il y aura l'ARN polymérase 2 qui se fixe au niveau du site d'initiation. Elle va commencer la polymérisation des molécules d'ARN. Il y aura une synthèse d'un ARN-M. L'ARN-M est synthétisé. Vous voulez les détails? L'ARN-M est synthétisé sous forme immature. Il va subir une maturation par un capping, par une polyadénylation, par un épissage. Il y aura sortie des intrants, il y aura refixation des exons entre eux. Il y aura ensuite migration de l'ARN-M du noyau vers le cytosol. On va au niveau du cytosol, il va être vu par les ribosomes qui sont situés au niveau du réticulum endoplasmique granuleux. Cette lecture de l'ARN par les ribosomes va donner une synthèse peptidique. La synthèse peptidique, c'est la synthèse des aquaporines 2. Les aquaporines 2 vont se retrouver à l'intérieur des quoi? Du réticulum endoplasmique granuleux. Elles vont migrer et se retrouver dans la membrane du Golgi. Le Golgi va s'exociter et donner les membranes d'exocytose. Les membranes d'exocytose, ce sont des vésicules. Ce sont des vésicules contenant des aquaporines. Ces vésicules, en fusionnant avec la membrane apicale, elles vont exposer les aquaporines 2 au niveau du pôle apical. L'aquaporine 2, une fois exposée au niveau du pôle apical, peut réabsorber l'eau. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord? Je reprends. Très bien. Allez, vous suivez. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ADH, récepteur, protéine G, adénylacyclase, ATP, AMPC, pKa, 4 sous-unités, 2 catalytiques, 2 régulatrices, régulation, activation, protéine de phosphorylation, joue le rôle de facteur de transcription, entrée dans le noyau, activation de la transcription, synthèse de l'ARN-M, maturation de l'ARN-M, migration de l'ARN-M, lecture de l'ARN-M par les ribosomes, entrée à l'intérieur du réticulum, maturation de le Golgi, modification post-traductionnelle, vésicule d'exocytose, fusion des vésicules avec le pôle apical et exposition des aquaporines 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Dans des vésicules, oui. Est-ce que c'est clair? Yes. Sachant que les aquaporines 2 est un homotétramère, 4 sous-unités identiques. L'ADH va stimuler la transcription des monomères. D'accord? La transcription, voyez, c'est ce qu'on vient de voir. L'assemblage des monomères, l'adressage du tétramère. L'ADH agit aussi sur la biosynthèse d'autres protéines, comme l'aquaporine 3. Voyez, maintenant il nous dit ici, oui. Oui, elle est transitoire, elle dépend de l'ADH. D'accord? Si je n'ai pas soif, je ne sécrète pas d'ADH, je n'exprime pas d'aquaporine 2, et donc les urines vont sortir sous forme diluée. Je ne réabsorbe pas l'eau qu'à les urines. Donc elles sont ADH dépendantes. D'accord? Très bien. Oui. Délodépendantes. Oui. Oui. Délodépendantes. D'accord? Le NAKCl, cotransporteur. Vous vous souvenez du NKCC2? Le transporteur de l'urine. Autre action de l'ADH. Est-ce que vous avez compris l'action de l'ADH? Est-ce que vous avez compris l'intérêt de l'ADH? D'accord? L'intérêt de l'ADH, c'est quoi? C'est la capacité de réabsorber l'eau pour concentrer les urines et envoyer de l'eau dans le sang. Pour ceux qui n'ont pas très bien qui regardent la vidéo et qui n'ont pas très bien compris, qu'ils aillent regarder la physiologie rénale. D'accord? Normalement, la physiologie rénale, toutes les parties y sont. À toi, d'abord, la partie 5. Il y a 7 parties, d'accord? Vous essayez de les regarder là, si vous n'avez pas tout retenu. Vous avez révisé les dyslipidémies. Qui a revu les dyslipidémies? Pour que les comme table, 3 on envoie. 3.
3. Qui a les tableaux? Qui a reçu le tableau? On le craint? Je vais l'envoyer un tableau. Oui, pour ceux qui l'ont demandé. J'avais dit à ceux que ça intéresse, je envoie le tableau de dyslipidémie parce que je ne pouvais pas le publier. C'est la chaîne. Non, après je te l'envoie. Je continue. D'accord? Il vous reste 23 jours, il faut vous y mettre sérieusement. D'accord? Autre action de l'ADH, il agit sur d'autres tissus comme le muscle lisse des vaisseaux sanguins. Cette action dépend de quel effecteur? On a la phospholipase C. Et plus exactement sur les fibres musculaires lisses dont il provoque la contraction. Augmentation de la pression artérielle. Remarque, l'ADH peut augmenter la pression artérielle aussi par le biais de la réabsorption de l'eau. Transfert de l'eau libre vers le compartiment sanguin, augmentation de la volémie, et l'augmentation de la volémie induit une hypertension. Sur le foie, il stimule la glycogénolyse. Vous voyez, il a une action hépatique. Donc l'ADH est hyperglycémiante. L'ADH est hyperglycémiante. D'accord? Oui? Bah, vous le savez maintenant. L'ADH est hyperglycémiante. L'ADH est hyperglycémiante. Elle stimule la glycogénolyse hépatique. Ah, je ne sais pas. Comment ça, à forte dose? Dans ces doses physiologiques, sa présence stimule la glycogénolyse. D'accord? Allez. On continue. Plaquette sanguine favorise l'adhésion plaquettaire. Donc, elle favorise l'hémostase. D'accord? C'est un pro-agrégant plaquettaire. C'est un pro-agrégant plaquettaire. Certains neurones du SNC qui sont impliqués dans la régulation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, par le biais de la transmission synaptique. Donc, je peux avoir une sécrétion de l'ADH sous forme de neurotransmetteur. L'ADH peut agir en tant que neurotransmetteur. D'accord? Elle va agir sur d'autres neurones du système nerveux central. L'ADH peut intervenir pour régler la pression artérielle en utilisant les centres supérieurs. C'est le troisième mécanisme. Donc, quels sont les mécanismes de régulation de la tension artérielle par l'ADH? 1. Réabsorption de l'eau, augmentation de la volémie. Donc, augmentation de la pression artérielle. 2. Vasoconstriction, augmentation de la tension artérielle. 3. Activation de certains neurones centraux qui activent la pression, qui augmentent la pression artérielle. D'accord? Donc, par 3 mécanismes. Un mécanisme mécanique, vasoconstriction. Un mécanisme mécanique aussi physique, qui est la réabsorption de l'eau. Et un mécanisme nerveux. Un mécanisme nerveux. Dans ces tissus, on trouve un autre type de récepteur, c'est le VR1, le V1R. D'accord? Ce V1R, une fois couplé à l'ADH, active une autre voie de signalisation, c'est la voie de la phospholipase C. C'est la voie de la phospholipase C, dont les deuxièmes messagers sont le diacylglycérol, l'IP3 et le calcium. D'accord? Dans ces tissus, quel tissu? Donc au niveau des muscles lisses, c'est la PLC, comme je viens de vous dire. Il active la voie de la phospholipase C. La phospholipase C que vous devez connaître par cœur. J'espère que vous la connaissez, que vous l'avez apprise. Attention, la voie de la dénilocyclase et la voie de la PLC, vous les retenez pour l'examen. D'accord? Vous les retenez. Vous les retenez. Je suis désolé si je suis un peu agressif, mais là, généralité, hors généralité. D'accord? Donc je m'excuse vraiment, mais voilà, c'est pour vous. Vous concentrer. Je me suis excusé, vous avez commencé à parler. Je ne m'excuse pas. Non, il faut s'excuser tout le temps. C'est bien de s'excuser. Parce qu'on fait tous des erreurs. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant de قالوا كم سمحوا لي. Pourtant. Oui? Dites, عبري. Pourquoi elle est drôle? Hadi. Où ça? Autre fonction de l'ADH? Oui. L'ADH intervient dans le comportement social et plus précisément dans le comportement amoureux. Voilà. Je m'étais dit quelle était cette remarque drôle. Bon, le comportement amoureux et tout, on va en parler l'ocytocine, non? l'ADH aussi, c'est prouvé épidémiologiquement et cliniquement. Hein. Quitte à vous tombez amoureux. Voilà. Et maintenant vous suivez, s'il vous plaît.
Détail en plus, bon, les détails en plus, c'est demain, on les sort, d'accord? Parce que moi, je suis contre ce qu'on dit ici. Expérience faite sur les campagnols. Vous connaissez les campagnols? Les campagnols, ça ressemble aux hamsters. D'accord? Des rongeurs, de types différents. Campagnols des prairies, fidèles envers leurs femelles. Campagnols des montagnes, infidèles. L'expérience a montré que les campagnols des prairies, contrairement à ceux des montagnes, possèdent un pallidome ventral dans le SNC, dans lequel il y a des neurones récepteurs d'ADH de fidélité. Si cette région se lèse, infidélité, les campagnols des prairies sont aussi munis d'une amygdale médiale. Vous connaissez l'amygdale? Elle fait partie du système limbique. Oui, la mémoire, voilà. Elle est impliquée dans la connectivité. Voilà, cerveau émotionnel. D'accord? Les corps mammillaires, le fornix, l'amygdale. Dans le SNC qui comporte des neurones récepteurs à ADH permettant d'assurer la protection des petits par le mâle. Donc on va en parler surtout Flowcyte aussi. Vous oubliez toutes ces théories. Ces théories expérimentalement chez les animaux, on peut les approuver chez les animaux, pas chez les êtres humains, parce que la fidélité chez l'être humain est un comportement social. Et les comportements sociaux sont régis par les lois de la société, les lois de la religion et les lois de l'éthique. L'être humain est fidèle parce qu'il est responsable. D'accord? L'être humain est fidèle parce qu'il est responsable, pas parce qu'il a de l'ADH. D'accord? Donc la fidélité est une responsabilité sociale, une responsabilité personnelle, une responsabilité familiale, une responsabilité religieuse. Non, je suis désolé. Je ne peux pas dire que je suis infidèle parce que je suis malade. Je n'ai pas d'ADH. Non. C'est libertin. D'accord? On oublie tout ce qui est physiologique et qui peut impliquer notre pratique. L'homosexualité, par exemple, doit être considérée comme une perversion sexuelle. C'est une perversion sexuelle, même si aujourd'hui, dans la médecine moderne, on dit le contraire. D'accord? Est-ce que oui, l'homosexualité, si on suit comme la théorie, l'homosexualité n'est pas considérée comme une perversion sexuelle, elle est considérée comme une orientation sexuelle normale. Donc je suis désolé pour tous ceux qui pensent le contraire, mais l'homosexualité est une perversion sexuelle et doit être considérée comme telle. La pratique homosexuelle est un crime. L'homosexualité est une perversion qui doit être soignée, qui doit être guérie. D'accord? La pratique homosexuelle est un crime qui doit être puni. D'accord? C'est un crime. Je suis désolé, Richard, si vous pensez le contraire, mais j'ai une conviction. Déjà, vous êtes catholique. Donc, vous pensez aussi que la pratique homosexuelle est un crime. Bon, pas de religion pour l'instant, mais il faut dire ce qu'il en est. D'accord? Donc, on n'essaye pas d'expliquer par de la biologie. D'accord? Oui, je sais, mais pas les comportements sociaux. Non, je suis désolé, jamais. Bon, on saute cette étape. On saute pas, on n'est pas. S'il vous plaît. Je vous explique une chose. La fidélité est un comportement social. Il doit être considéré socialement. On ne peut pas impliquer la fidélité avec de la biologie. On n'est pas des animaux, on a des cerveaux, on a surtout une raison. La raison de l'être humain, lui, le responsabilise. Est-ce que vous êtes responsable envers vos parents? Vous êtes responsable envers votre parent, pas les compagnons. Est-ce que vous êtes responsable envers votre mari? Oui, pas le compagnon. Est-ce que vous êtes responsable envers vos enfants? Oui, pas le chat, pas le compagnon, pas le chien. Donc, on a une structure biologique qui est là pour que nous fonctionnions, pour que nous interagissions avec notre société, pour que nous ayons des envies sexuelles, pour que nous nous reproduisons. Mais nous ne pouvons pas tout faire. Donc, le comportement social ternaire, il est dû à la raison et il est dû à la responsabilisation de l'être humain comme un être étant doté de raison. Donc, on n'explique pas les comportements que la société a rejetés depuis des milliers d'années par des découvertes récentes biologiques. D'accord? C'est une révolte sur les principes fondamentaux de la famille, les principes fondamentaux de la société, les principes fondamentaux de la religion. On ne vient pas et on dit que c'est faux, parce que la biologie prouve le contraire. D'accord? Ce qui est applicable sur nous dans la biologie doit être régi par les lois de la société et par les lois transcendantes de l'être humain. Parce que l'être humain est et doit être considéré comme un être transcendant. Pourquoi il est transcendant? Parce qu'il est doté de raison. Ça, là. Sur ce, on continue. Très bien. Neurones anti-hypophysaires produisant de la CTH, donc elle peut stimuler des neurones anti-hypophysaires qui produisent de la CTH. On parlait de quoi? J'essaie de faire une transition rapide, mais c'est difficile. Donc, il y a aussi un effet sur les hormones R. Voilà, c'est le cinquième effet. C'est votre faute, hein. Ah ben bon, c'est votre faute. Voilà, tout ce qu'on vient de dire. Mais bon, c'est important. Est-ce que vous savez, par exemple, là, est-ce que vous savez que les dauphins violent? Oui, violent sexuellement. C'est une espèce connue par ça. Vous savez? Les dauphins. Oui. Donc, les dauphins peuvent montrer des viols sexuels.
Oui. Ben si, allez chercher. Oui. Cherchez. Un viol, c'est un comportement sexuel non consenti. C'est ça, un viol. Oui, c'est un animal. Pourquoi c'est un animal vous venez de dire le contraire de ce que vous disiez. Donc, on ne peut pas juger l'animal parce qu'il n'est pas doté de raison. Bon, on va poursuivre cette discussion plus tard. L'essentiel, et ce que je veux vous inculquer, c'est que vous êtes des êtres qui allaient être jugés. Vous êtes jugés maintenant par votre personne, par votre famille, par votre société. Ce n'est pas une prison, c'est de la conscience, c'est de l'éthique. Et c'est ça qui vous rend meilleur. D'accord? Et vous allez être jugés plus tard. Donc ces jugements, ils nous donnent une conscience, pas parce que nous avons peur, pas parce que nous voulons quelque chose, mais parce que nous savons que c'est la meilleure des choses. C'est ces principes qui nous mobilisent. Donc nous n'allons pas nous révolter contre ces principes et vivre comme des animaux. D'accord? Voilà. Haya. Donc, comportement social. Khlas, les compagnols. Khlas, les compagnols de montagne. Neurones anti-hypophysaires produisant de l'ACTH par le biais de neurones d'ADH dont les accents se terminent dans les tissus pituitaires. L'ADH va stimuler l'ACTH. Il va stimuler l'ACTH en se fixant sur des récepteurs de type V3R, un autre type de récepteur qui active la voie des phospholipase C. Haya, l'ACTH, qu'est-ce qu'il stimule? L'ACTH, on va le voir plus tard. Mais qu'est-ce qu'il stimule? Là? Très bien, l'ACTH, l'axe du cortisol. Où le cortisol, il est cortisol, il est hyperglycémiant. Donc l'ADH, elle va être hyperglycémiante, d'accord? Donc l'ADH stimule l'ACTH stimule le cortisol est hyperglycémique. Donc l'ADH est peut-être indirectement hyperglycémiante. On a dit qu'elle stimulait la glycogénolyse hépatique. C'est une action directe. Hein? Directement et indirectement. Donc ça va dans la voie générale. On ne se contredit pas. D'accord? Donc quand vous comprenez les informations, essayez de les comprendre aussi en vrac. On continue. L'ADH induit aussi une activation du canal épithélial sodique, du canal CFTR, sensible à l'MPC. Est-ce que vous connaissez ce canal CFTR? Très fameux canal CFTR, impliqué dans deux pathologies que vous devez maîtriser. La première pathologie est le la mucoviscidose. Deuxième pathologie, infectieuse, le choléra, d'accord? Il est sensible d'ailleurs à l'AMPC. Le choléra que vous allez voir en 4e année. Très bien. On a vu en cytologie l'année dernière. Bon, l'année dernière, vous avez vu qu'il bloque l'activité GTPasique et que donc il allait laisser la protéine G active, qu'il allait continuer à activer la dénylactyclase, qu'il allait continuer à synthétiser la MPC. Et ce CFTR, il est sensible à la MPC. Donc il y aura une continuité de l'action du CFTR qui va éjecter le Cl-. Le Cl- va attirer le Na+, le Na+ va attirer l'eau et j'aurai une diarrhée hydrique du choléra. D'accord? Donc c'est ça le mécanisme d'action de la toxine cholérique. 4e année, Inch'Allah, vous allez voir ça. Enfin, vous n'allez pas voir, on ne va pas vous parler de ça, mais c'est bien de le connaître. Vous allez commencer par infection. Inch'Allah. Par infection par le rhume. Oui, elle va commencer par hémato. Hématologie, gastrologie, cardiologie, pneumologie, infectiologie. Pneumologie, cardiologie, neurologie, infectiologie. Titre qui me bien, titre de bien. Voilà. C'est l'un des modules les plus difficiles, si ce n'est le plus difficile de 4e année. Hein? Infection. Si, les posologies et tout, il faut les apprendre. Pourtant, c'est pneumo. Pneumo, pour moi, c'était le meilleur module de la 4e année. Je l'ai fait ici, à Mustafa. Et avec le Kimentia, ça va vous créer un choc de faire cardio après pneumo. Pneumo, c'est tellement facile, le cardio c'est tellement difficile qu'il faut vous préparer. Heureusement, tu as des gastro, donc moi il fallait module genre consistant. D'accord? Ça qu'il y a la rotation A2, il donne pneumo main de cardio, c'est du délire. Ouais. Allez. On reste concentré. Elle inhibe la réponse inflammatoire des cellules du tube collecteur induite par les lipopolysaccharides des bactéries par un mécanisme faisant intervenir la PP2A et un canal CFTR fonctionnel. La CFTR induit la mucoviscidose si son gène est muté. C'est écrit, hein, vous voyez la mucoviscidose. Régulation de la libération de l'ADH. Tout ça pour l'ADH, mais l'ocytocine. Et les pathologies, je les ai oubliées. Allez.
Régulation de l'ADH. On essaie au moins aujourd'hui de déterminer l'ADH et l'ocytocine. Au moins, il n'y a pas de moyen de fuir la réalité. On va continuer demain, Inch'Allah. Ocytocine. Mal les axes. Les axes, on peut les faire. Demain, Inch'Allah. Les axes, moi, je ne les hanches. Mais cette fois, on va les faire quand même. Allez. Allez. Régulation. Facteur stimulateur de la libération de l'ADH. Le premier facteur, l'hypertonie plasmatique, l'élévation de l'osmolarité ou bien de l'osmolarité plasmatique. L'osmolarité d'une solution, c'est la capacité de la solution à retenir l'eau. D'accord? C'est la force osmolaire. Elle attire l'eau et le retient. D'accord? Le fameux exemple de là, un exemple sur l'osmolarité. De la pomme de terre, lorsqu'on y met du sel, l'eau va sortir parce que le sel va exercer une force oncotique. Les molécules électriquement chargées telles qu'elles soient, normalement quelles qu'elles soient, ont la capacité de fixer des molécules d'eau une fois mises en solution. Le Na+ fixe 8, le K+ fixe 4, d'accord? Plus un compartiment est riche en substances chargées électriquement, plus il attire le H2O. C'est clair. Le Na+ attire une molécule d'eau. On peut mesurer l'osmolarité plasmatique avec des équipements particuliers ou bien la calculer grâce à la formule empirique. Elle est égale à la concentration, l'osmolarité est égale à 2 fois Na+, plus glycémie plus urémie. Donc, on peut avoir la valeur d'osmolarité plasmatique à partir de la natrémie, concentration du Na+, de la glycémie et de l'urémie. Parce que la concentration est normalement natrémie plus calcémie, kaliémie, plus urée, plus glycémie. Je vous ai la dernière fois dit pourquoi on prend 2 fois Na+. Pourquoi? Parce que non. Parce que le Na+ ne se retrouve pas sous forme libre. Il est toujours lié à une molécule négative, le Cl-. D'accord? Donc je prends 2 fois la natrémie. 2 fois la natrémie. 2 fois la natrémie plus... on peut ajouter la kaliémie, on peut la prendre, on peut la laisser parce qu'elle ne va pas trop changer. Plus la glycémie, plus l'urémie. Et on aura une valeur entre 285 à 290. Donc c'est à peu près... C'est très proche du double de la natrémie. La natrémie elle est aux alentours de 140, d'accord? Milliosmol, le milli-équivalent, fois 2, c'est 280, ben, en ajoutant la glycémie et l'urémie, on aura 290, 285. Donc c'est des milliosmoles par kilogramme. Hein. Je suis en train de parler d'osmolalité. Osmolalité, c'est par kilogramme. Osmolarité, c'est par litre ou par mètre cube. Si la concentration des substances dissoutes dans cette solution augmente, concentration augmente, maintenant la quantité d'eau est diminuée. Le pouvoir osmotique augmente aussi, provoquant une hypertonie plasmatique. Et donc le corps réagit pour la remettre dans les normes. Soit en abaissant la quantité de substances, qui est très lente car il y a des milliers de substances différentes. Maintenant je vais éliminer le Na+, inhiber la réabsorption de le Na+, inhiber l'aldostérone, d'accord? Je vais essayer de diminuer la quantité de substances. Soit j'augmente l'eau. Donc j'ai une osmolalité qui n'est pas normale. Soit j'augmente l'eau, soit je diminue les osmoles. Soit j'augmente l'eau, soit je diminue les osmoles. L'essentiel, c'est que je dois diminuer l'osmolalité. Pourquoi une osmolalité élevée est dangereuse? Ah, vous êtes 310. C'est quoi le danger? Très bien, oui. Quelle déshydratation? Quelle est une loi en physiopathe? Une hypernatrémie veut dire une déshydratation intracellulaire. Une hypernatrémie veut dire qu'il y a une déshydratation intracellulaire. Mais une hypernatrémie, la concentration intravasculaire avec une très grande quantité d'eau. J'aurais une hypernatrémie avec une volumétrie importante. Mais l'hypernatrémie renseigne toujours, c'est une loi à ne pas oublier. Donc, durant toute votre vie, hypernatrémie veut dire déshydratation intracellulaire. Parce que la natrémie est tellement élevée qu'il n'y a plus d'équilibre entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Il va attirer l'eau intracellulaire et c'est très dangereux.
Donc c'est une déshydratation intracellulaire. D'accord, c'est la première loi de physiopathe que vous allez apprendre l'année prochaine. Une hypernatremie veut dire déshydratation intracellulaire. Veut dire déshydratation intra, mais chez extra, intracellulaire. C'est des résultats de l'hyperhydratation extracellulaire. Les deux derniers, je peux en avoir. Mais si j'ai une déshydratation globale intracellulaire, je vais en avoir deux. D'accord. Donc, oui. لا بزاف داخل السلول تاع لي زيتي تزيد تخرج داخل تولي تخرج تاع الهيبركاليمي ويطلع ديجا من برا vous avez l'hypercalémie vous avez les résultats de l'hypercalémie d'accord et c'est dangereux, c'est très dangereux les hypercalémies surtout sur le point de vue cardiaque d'accord, les hypercalémies peuvent causer un arrêt cardiaque. L'insuline, pourquoi? Allez, pourquoi on corrige Non. Pourquoi on corrige les hypercalémies par des injections d'insuline? Cherchez. C'est écrit dans votre cours de physiopathe. Non. 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 C'est des concours de l'acidose. Oui. Ou H+, voilà. Vous venez de citer le H+. Non, c'est l'échange. C'est parce que la danse et le caprice, elle est... Oui, et ça a des mécanismes, c'est pour de l'acidose. Et ça pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? L'insuline de Khalka plus. Elle avait cela qu'elle est. Pourquoi on donne de l'insuline dans des hypercalémies? Pourquoi? C'est parce que l'insuline est une hormone de mise en réserve. Présence d'insuline veut dire que la cellule, elle est en postprandial et qu'elle va métaboliser. Donc elle a besoin d'énergie. D'accord? Donc elle va faire fonctionner la pompe K+, H+, où la pompe, elle fait rentrer le K+. Elle va réaliser des transports cellulaires qui dépendent des canaux K+, NA+. Donc c'est pour donner de la réserve énergétique et métabolique à la cellule. Donc l'insuline stimule l'entrée du K+. Donc en cas d'hypercalémie, on donne de l'insuline. Elle bloque un seul type de transporteur situé au niveau de la cellule pancréatique. La cellule bêta des îlots de l'ingérence. C'est des canaux K+, ATP dépendants. Chez insuline dépendant. On n'a pas parlé d'insuline mère. La sécrétion de l'insuline dépend de l'ATP. Le blocage de ces canaux induit la sécrétion de l'insuline. D'accord? Hein? Exclusivement dans le pancréas. Dans les cellules bêta des îlots de l'ingérence, on a indiqué le canal K+, ATP sensible. La réponse est que la cellule a besoin de K+, pour réaliser ses fonctions métaboliques stimulées par l'insuline. Donc l'insuline fait entrer le K+. Et donc en faisant entrer le K+, je vais diminuer la quantité de K+, plasmatique. Donc je protège le cœur en faisant entrer le K+ dans les cellules où il n'est pas dangereux. Parce que dans le cœur, le K+ est très dangereux. D'accord? L'hypercalémie est très dangereuse. Elle provoque un arrêt cardiaque. L'hypocalémie, qu'est-ce qu'elle provoque? Des hypocalémies. Troubles du rythme, Zido, hein? Oui, des troubles de l'excitabilité, mais les troubles du rythme. Oui, des torsades de poing, un QT, un PQ long. Ça, c'est l'hypocalémie. Allez, on continue. Attention, l'effet de la calémie dans la cellule cardiaque, il est inverse à la cellule squelettique. Allez, on continue. Vous devez maîtriser les troubles ioniques, c'est très important. La physiopathe, c'est le module le plus important de la cycle préclinique. Hein. Si vous arrivez à maîtriser la physiopathe, tout sera plus facile. Inch'Allah. Il faut être curieux. L'insuline mettre ça passe comme ça. Non, il faut comprendre les choses. D'accord? Allez. Quoi ça? Dans l'hypercalémie, pourquoi on donne du calcium? Parce que le calcium, il va se fixer à l'albumine. D'accord? En se fixant sur l'albumine, l'albumine va libérer le H+, parce que l'albumine est une grosse protéine chargée négativement. Elle est chargée négativement, elle fixe le calcium et elle fixe le H+. Donc en donnant du calcium, le calcium va se fixer sur l'albumine, il va chasser le H+, je vais augmenter l'acidité, le H+, va, encore en cas de hypocalémie, hypercalémie, je ne sais pas. Oui, le calcium est un protecteur à base des canaux calciques. Et les canaux calciques vont au niveau du cœur.
Pas au niveau, non, je crois que c'était au niveau de la lumière. Non, il y a des protecteurs à cause des canaux classiques. Les canaux classiques, ce sont les canaux qu'on avait vus sur l'électrophysiologie cardiaque. D'accord? Donc, je ne sais pas exactement. Mais c'est. Il va agir, il va combattre, il va s'opposer au trouble du rythme, d'accord, par une régulation cardiaque, du rythme cardiaque. D'accord? Au niveau du rythme, c'est du tissu mental. On avait vu qu'il y avait une dépolarisation qui dépend des canaux classiques. D'accord? Donc c'est à ce niveau, je crois. Allez, on continue. On sait comme il ne faut pas sortir du sujet, c'est la journée où il y a le sujet. Avec les compagnons, avec le cœur, avec les hypokalimies, avec les hypokalimies. C'est pas sérieux. Et moi qui voulais finir aujourd'hui. Si la concentration des substances dissoutes va en classe, il y aura une hypertonie. L'hypertonie, elle est dangereuse parce qu'elle provoque des déshydratations intracellulaires. L'hypertonie est le plus important stimulateur de la libération d'ADH. Relation linéaire entre la concentration d'ADH plasmatique et l'osmolalité plasmatique. Je veux plus j'augmente l'osmolalité, plus la quantité de vasopressine, c'est-à-dire plasma vasopressine. La quantité de vasopressine contenue dans le plasma, plus elle augmente. Très bien, cette relation linéaire ne prend pas la forme d'une droite, mais d'une surface. Vous voyez, c'est une surface. Car pour la même valeur d'osmolarité, on peut trouver diverses valeurs d'ADH, variant selon les individus. Donc, chez le premier individu, à 290, non. Chez un autre, non. Donc, en prenant en compte les différentes variations entre les individus, j'ai pu tracer une surface, pas une droite. D'accord? Donc, à 290, c'est normal de la trouver ici, 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 ici. Vous voyez? L'essentiel, elle s'élève. Plus j'augmente l'osmolarité, plus la sécrétion de l'ADH augmente. D'accord? Le seuil osmotique est de 284. Vous voyez, le seuil osmotique de la libération est très bas. Il est situé dans la limite de l'osmolarité normale. D'accord? C'est pour cela que l'eau que je prends, j'en réabsorbe une bonne partie. Il faut boire beaucoup d'eau pour avoir des urines diluées. Relativement beaucoup d'eau. C'est pour cela qu'il faut toujours boire combien de litres d'eau par jour? Au moins 2 litres, 1 litre et demi. D'accord? 1 litre et demi par jour. Oui. 1 litre et demi. Très bien. Donc, voilà. Il y a tout le temps, vous voyez, c'est une sécrétion, on avait dit, tonique. Il y a tout le temps une libération d'ADH pour assurer une volumétrie et une osmolarité normale, même si c'est en très faible quantité. Donc, à 283, il n'y a plus de stimulation de la libération d'ADH. Il n'y a plus de libération d'ADH et je vais éliminer toute l'eau sous forme d'urine. La stimulation ne commence que lorsque l'osmolarité plasmatique atteint la valeur de 284. Comment l'hypertonie stimule-t-elle la libération de l'ADH? Ces neurones sont informés de l'hypertonie plasmatique grâce aux osmorécepteurs. Donc il y a des osmorécepteurs qui détectent l'osmolarité, qui sont des cellules ou des fibres nerveuses. D'accord? Lorsque l'osmolarité est élevée, hop, ils vont sécréter de l'ADH. Ces osmorécepteurs se situent au niveau du foie et surtout au niveau de la veine porte, parce que c'est la veine porte qui nous apporte les nutriments que nous mangeons. D'accord? Les chips, les cacahuètes. Hypertonie, dépolarisation des osmorécepteurs, propagation de la dépolarisation, centre récepteur de l'hypothalamus, et hop, à travers des ganglions et tout, c'est pas important. Les osmorécepteurs vont stimuler les noyaux de l'hypothalamus vont sécréter l'ADH. Donc, pour corriger l'hypertonie plasmatique, il faut agir, il faut donner de l'eau à nos vaisseaux par l'intermédiaire de l'ADH qui va réabsorber l'eau. Si ce mécanisme n'apaise pas cette hypertonie, qu'est-ce que le corps fait? Il va nous donner soif. Vous voyez? C'est-à-dire que la soif, elle apparaît après échec de l'ADH. Donc le fait d'avoir soif, c'est déjà un stade très avancé, vous êtes en train de souffrir lorsque vous avez soif. Et il ne faut pas avoir soif. Il ne faut pas vous laisser jusqu'à la soif. Il faut boire de l'eau sans avoir soif. D'accord? Il ne faut pas arriver à la soif. Vous avez la sensation de plaisir. Comment je bois de l'eau pour avoir la sensation de plaisir? Non, il ne faut pas. Parce que la soif est un stade de souffrance 1, et 2, l'organisme, malheureusement, l'organisme s'habitue à la soif. Donc plus vous donnez soif quand vous êtes jeune, moins vous sentirez la soif quand vous serez vieux. Les vieux ne sentent pas la soif.
C'est pour cela que c'est les vieilles personnes qui se déshydratent le plus. Parce que là, les personnes âgées. Les personnes âgées n'ont pas soif. Donc, ils ne doivent pas boire de l'eau, ils doivent ingérer l'eau, ils doivent compter l'eau qu'ils prennent. D'accord? Mais c'est à la demande. Une personne âgée, elle prend une bouteille, elle prend toute la bouteille pendant une journée. Elle continue. Augmentation de la volume et modulation. Le centre de la soif se trouve à proximité des osmorécepteurs centraux. Donc le centre de la soif, l'hypothalamus et le centre de la soif sont informés ensemble de l'hypertonie. Hypervolémie, hémodilation, hypotonie plasmatique, hypovolémie, hémoconcentration, hypertonie. Donc la diminution du volume va augmenter la concentration, l'augmentation du volume va diminuer la concentration. Quel est le premier stimulant donc? C'est les osmorécepteurs, la stimulation des osmorécepteurs. Le deuxième stimulant, la baisse de la pression artérielle. La baisse de la pression artérielle. Une variation supérieure ou égale à 2% est capable d'induire une stimulation de l'ADH. Une variation supérieure ou égale à 2% de la pression artérielle. Une variation comment? En augmentant, là, en diminuant. En diminuant. Très bien, en diminuant. La diminution de 2% de la pression artérielle va stimuler l'ADH. Il existe des barorécepteurs périphériques, d'accord? Dans la région cardiaque, au niveau de la crosse de l'aorte et au niveau des carotides. Vous vous souvenez? On avait parlé des osmorécepteurs dans la régulation de la pression artérielle. Et ça a l'air très loin. Vous vous souvenez de ça ou pas? On est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Regardez l'Aïd, Inch'Allah. C'est bien. Donc au niveau de la crosse et au niveau des sinus carotidiens. Ils vont se dépolariser, ils vont stimuler les récepteurs centraux. Très bien. Dépolarisation propagée jusqu'à l'hypothalamus, par le biais de fibres nerveuses, blablabla, blablabla. Par le globe pharyngien et le vague, on a vu tout ça. Stimulation de la libération d'ADH, vasoconstriction, augmentation de la volémie. Non, ici c'est faux, hein, je ne suis pas d'accord. Augmentation, la vasoconstriction va donner une augmentation de la pression artérielle sans passer par l'augmentation de la volémie. C'est-à-dire vous la supprimez, attention, d'accord? La vasoconstriction ne va pas augmenter la volémie. Non, la flèche elle est... Non, on a baisse de la pression artérielle comme stimulant de l'ADH. Oui. Plus augmentation, oui, je suis d'accord. Mais non, j'enlève quand même l'augmentation de la volémie parce qu'on est en train de parler de la vasoconstriction comme effet. La vasoconstriction à elle-même, à elle seule, va créer une hyperpression. Mais si la zone de la volémie, je de l'hyperpression. Donc la vasoconstriction n'induit pas une hypervolémie. J'ai une vasoconstriction qui va augmenter la pression artérielle, d'accord? Oui, oui. On va voir, je crois qu'il est cité. On va voir s'il est cité. Mais oui, il stimule, là. Il est cité, hein. Très bon. On va le citer, hein. L'hypopression. Donc à l'hypovolémie, il faut faire la différence entre hyperosmolarité et hypovolémie. L'hyperosmolarité, c'est l'augmentation de la concentration. L'hypovolémie, c'est la diminution du volume. Je peux avoir une hypovolémie avec une hyperosmolarité. Je peux avoir une hypovolémie avec une hyperosmolarité. Je peux avoir une hypervolémie avec une hyperosmolarité. Donc vous faites attention, vous considérez les deux indépendamment. D'accord? Mais si vous attaquez la volémie, tu as la concentration. Donc là, l'hypovolémie, bon, il a pris l'hypertonie comme stimulant, mais c'est pas grave. Mais il y a aussi des volorécepteurs. Des volorécepteurs qui sont des récepteurs mécaniques. Ce n'est pas des récepteurs chimiques. Ce n'est pas des osmorécepteurs, c'est des volorécepteurs qui vont détecter la dilatation des vaisseaux. Au niveau de l'aréate gauche du cœur, elle va sécréter le ANF, on va voir l'ANF. Ces volorécepteurs sont dépolarisés. Lorsque la volémie baisse, dépolarisation au niveau de l'hypothalamus, stimulation de la DH. Donc la DH, elle est stimulée par quoi? Elle est stimulée par l'hyperosmolarité, l'hypopression, l'hypovolémie. Autre, l'angiotensin 2, les L6, voyez, l'ocytocine aussi stimule la DH, le stress, nausées et vomissements. Pourquoi les nausées et vomissements vont stimuler la DH? Quel est le rôle physiologique de cette stimulation? Très bien, parce que les vomissements vont induire une perte d'eau. Donc je dois récupérer l'eau par une réhydratation. Par une réabsorption une sécrétion de l'ADH, une réabsorption de l'eau. Les nausées qui kiffent, parce qu'ils précèdent les vomissements, et les nausées et les vomissements, ils dépendent du nerf vague. Où le nerf vague va stimuler l'hypothalamus, donc il va stimuler la DH. J'ai jamais vu une personne qui a les nausées qui a soif, mais bon.
les manipulations du contenu abdominal lors des chirurgies, la nicotine stimule l'ADH, autres médicaments qui agissent sur le système nerveux central, comme les psychotropes, d'accord? Les fibrates. C'est pas important. Donc, les facteurs inhibiteurs de la libération d'ADH, ceux qui inhibent le froid, l'alcool, l'éthanol. Alcool et éthanol, c'est la même chose. L'éthanol, c'est un alcool. Et certaines hormones. Avant d'arriver aux hormones, parlons de ces facteurs. Pourquoi? Bon, l'alcool, je ne sais pas exactement. Et le froid. Pourquoi? Les chats. Pourquoi le froid inhibe l'ADH? Inhibe, qu'est-ce qui stimule? Non. L'eau est sensible. La fête de l'eau est sensible. Pourquoi le froid inhibe l'ADH? Une réponse simple. Il faut penser aux choses les plus simples. Parce que quand j'ai froid, vous vous concentrez s'il vous plaît. Quand j'ai froid, quand je suis dans un milieu froid, je dois réchauffer mon organisme. D'accord? Je dois réchauffer mon organisme. Donc, j'augmente la quantité des urines pour diminuer le volume d'eau à réchauffer. Les urines, elles ont quelle température? Elles ont la température de mon organisme. Donc les urines, puisqu'elles sont dans mon organisme, je dois dépenser de l'énergie pour les réchauffer. Ça, non. Donc j'élimine le plus d'urine possible pour conserver la chaleur à mon organisme. Donc je diminue la quantité à réchauffer. Oui. C'est comme lorsqu'on est dans un avion et quand l'avion est déséquilibré, il faut diminuer sa charge. L'économie c'est tout. D'accord? Donc il faut diminuer la charge. Ici, il faut diminuer le volume. Il faut organique. Je ne sais pas si la chaleur c'est mieux. Non. Hein, le froid. Hein? Je ne sais pas, on dit ce qui est décrit, on explique. Il faut prouver ce qu'on dit. Oui. Elle stimule l'ADH. Voilà. Ben, oui, c'est logique. Hein? Oui. La chaleur stimule l'ADH. Pourquoi? Pour retenir l'eau. Et je vais avoir un moyen de dépenser où je laisse la chaleur. Là? L'alcool c'est khan. C'est bien. Vous avez dit que l'alcool il augmente la température de... Oui. Alors, s'il vous plaît, on se concentre, s'il vous plaît, arrêtez les petites discussions, c'est très fatigant, c'est hyper fatigant pour celui qui essaie de la combattre en élevant la voix. Vous ne pouvez pas imaginer, les profs, on nous disait, surtout c'est fatigant de vous voir parler. En fait, quand l'audience parle, l'orateur, il essaie de combattre ce bruit. Il se retrouve à élever la voix, c'est fatigant. Donc vous essayez de vous concentrer. Oui, c'est quoi ce livre? Pour les hormones. D'accord. Le cortisol. Donc, l'hypercorticisme va aussi stimuler. Bon, on va voir ce qu'il va faire. On a vu l'ADH. Dans les actions de l'ADH. L'ADH, qu'est-ce qu'il faisait au cortisol et à la CTH? Elle stimulait la CTH et stimulait le cortisol. Donc le cortisol va exercer un feedback négatif. Il va inhiber l'ADH. Et là? Aldostérone. Je suis en train de parler du cortisol. Non, c'est juste l'aldostérone. L'aldostérone sur l'ADH. Oui, l'ADH sur l'aldostérone. Ils ont des effets, en général, c'est des effets synergiques, l'ADH et l'aldostérone. D'accord? Les deux cherchent l'hypervolémie. Parce que l'aldostérone, on va le voir. Ah non, vous l'avez vu dans les hormones stéroïdes. Il va provoquer une réabsorption de NA+, pour réabsorber aussi l'eau. Et l'ADH, la réabsorption de l'eau libre. Donc une hypovolémie, elle stimule les deux. Donc je vais avoir une stimulation concomitante de l'ADH et de l'aldostérone. Ils ont des effets synergiques. D'accord? Oui, c'est acceptable. D'accord? Puisqu'ils ont des effets synergiques. l'ANF, peptide natriurétique atrial. Peptide natriurétique, il provoque la natriuérase. Et qui dit natriuérase dit diurèse. D'accord? Parce que l'élimination du Na+ va être accompagnée de l'élimination d'eau. Le cœur est donc une glande endocrine. Le cœur joue aussi le rôle d'une glande endocrine. Il agit au niveau du rein pour stimuler l'élimination du sodium et des urines.
Très bien. La BMP, brain natriurétique peptide, hormone synthétisée par le cerveau qui stimule la natriurése parce que le cerveau il a peur d'une hypervolémie, d'accord, qui peut provoquer une hyperpression intracérébrale. La péline, hormone de nature protéique synthétisée sous la forme d'un précurseur, tout ça c'est pas important. Elle fait baisser la voie de l'adrénalcyclase, donc elle réduit et inhibe la sécrétion de la vasopressine. Elle fait baisser la pression artérielle et augmente la force contractile du cœur. La péline inhibe l'adrénalcyclase et donc inhibe l'ADH. Le lithium, substance utilisée pour traiter certains cas psychiatriques, il va réduire les effets de l'ADH en perturbant l'ascension de l'ADH à son récepteur. Hadma, vous les retenez, hein. Vous n'avez pas les gens, il faut les retenir. Donc la péline, le lithium, plus les autres hormones. Le lithium, il va l'empêcher à se fixer sur son récepteur. D'accord?